pour éclaircir le récit qui va suivre. Le mariage civil Fournier-Botex fut célébré à Ambronay le 14 novembre 1882. Joseph Fournier avait 27 ans. Marie-Marguerite Clémentine Botex en avait 35. À cette occasion, se fâchant avec ses parents, Joseph reconnut Elisa, 3 ans, fille naturelle de Clémentine. Ce beau jeudi de juillet, la famille Fournier était un brin surexcitée. Les 5 membres qui la composaient s'étaient levés dès l'aube. Pour Joseph, le père, c'était normal, puisqu'il devait préparer sa journée. Charcutier de son état, il s'activait tous les jours autour des jambons entiers ou déjà entamés. Les saucisses de plusieurs sortes et le cochon grillé étaient en bonne place sur le comptoir de la charcuterie Les Platanes, place de l'église d'Ambronay. Pour les autres membres de la famille, se levaient aussitôt les témoins. Seule sa femme Clémentine était debout parfois avant lui. Elle préparait alors à son homme le café, nécessaire à son réveil et à sa bonne humeur, disait-elle. Elle procédait aussi, dès le lever du jour, au ménage de l'échoppe. Elle disposait ensuite le tue-mouche neuf, sorte de serpentin noir empreint de glu, sur lequel venaient se fixer les insectes volants. La mouche qui s'approchait du serpentin y restait fixée pour ne plus le quitter. Plus elle se débattait, et plus elle restait collée à ce qui était devenu sa dernière demeure. Clémentine vérifiait ensuite les pièges à souris. Il n'était pas rare que plusieurs de ces petites bestioles, attirées par un morceau de fromage, se trouvent prisonnières dans les ressorts tendus si fort qu'il ne fallait pas y laisser la main. Ce matin, il n'y avait qu'une bestiole, une toute jeune sourisette. Le ressort en se refermant l'avait étranglée. « C'était sûrement ta première sortie, et ce sera aussi la dernière, » lui dit Clémentine, la regardant avec une sorte de compassion. Elle pensa tout à coup à la mère souris. Se rendra-t-elle compte de sa disparition? Pleurera-t-elle son rejeton? Ne peut-elle s'empêcher de dire tout haut? Joseph se mit à rire. « Je te reconnais bien là, ma Clémentine. » Elle rougit de sa réflexion, gênée de paraître si sensible devant son mari. Exceptionnellement, l'aînée, Elisa, 11 ans, s'était levée aussi en même temps que ses parents. C'est que ce jeudi 28 juillet 1890 était un grand jour. On allait enfin connaître les noms des reçus au certificat d'études de l'école primaire d'Ambronay. Elisa était une très bonne élève, la meilleure de sa classe, disait M. Fontanier, son instituteur. Mais Elisa avait peur, très peur. Au fond d'elle-même, elle était inquiète. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son lit avait grincé à chaque fois qu'elle se retournait pour calmer son angoisse. Et il avait grincé souvent cette nuit-là. Clémentine s'en était aperçue. « Courage, ma fille, lui dit-elle à son lever. Je suis sûre que tu es reçue, va. » Joseph avait entendu la conversation, tout en découpant le cochon grillé. Il sourit intérieurement heureux. C'est qu'il savait les résultats, le brave Joseph. Il les connaissait, mais il avait promis à son ami Agathenge Fontani de ne rien dire ni à sa femme, ni bien sûr à sa fille. Et quand il avait promis Joseph, on pouvait lui passer sur le corps, c'était connu, il ne dirait rien. Il savait que son aîné était reçu avec une très bonne note, et il en était fier, lui le père. Il se réjouissait à l'avance de voir la mine que ferait Elisa lorsqu'elle entendrait son nom. Elisa se hâtait à présent auprès de ses frères, les aidant à se laver et à s'habiller. Le plus grand portait le même prénom que son père, Joseph. Il lui ressemblait d'ailleurs beaucoup, la moustache en moins. Commodité, on avait accolé chez l'enfant son second prénom au premier. Il s'appelait donc en famille Joseph André ou encore Petit Joseph, tout en restant simplement Joseph pour l'extérieur. Le plus jeune de la famille était Louis. Il ressemblait à la fois à son père et à sa mère. Sa venue au monde avait été particulièrement pénible pour la bonne Clémentine. Avoir un enfant à l'approche de la quarantaine était rare et dangereux à l'époque. N'en pouvant plus, les jambes pleines de varices, elle dut rester couchée dès le 6e mois de grossesse. Le docteur Forestier avait pris Joseph Fournier à part et n'y était pas allé par 4 chemins. « Ou elle reste couchée, ou tu perds ton épouse et le bébé », lui avait-il déclaré. Le brave homme aimait sa femme et ne voulait surtout pas la perdre. Il avait donc fallu en passer par là. Les tâches ménagères étaient devenues vraiment trop pénibles. Voyant sa femme perdre peu à peu la plus grande partie de ses forces, Joseph, pourtant accaparé par son travail au verger et à l'échoppe, avait dû la forcer à stopper son harassante et triple besogne de mère de famille,
de ménagère et d'aide charcutière. Clémentine, malgré sa réticence, dut donc rester au lit la majeure partie de la journée. Élisa, âgée alors de 7 ans, avait été très fière de faire ses premiers pas de femme au foyer. Elle y avait même pris goût, remplaçant puis aidant sa mère après la naissance de Louis et dès qu'elle le pouvait dans ses différentes occupations. Élisa était donc de ce fait à la fois écolière, cuisinière, aide-ménagère et un peu maman, quand Clémentine, trop fatiguée, restait éloignée des tâches ménagères. Joseph tenait beaucoup à ce que leur fille aille régulièrement en classe. Cela te permettra d'être instruite et de faire un bon mariage plus tard. Si ton mari est paysan ou commerçant, tu feras ses comptes. Fille obéissante et sérieuse, la petite travaillait bien. Ses parents n'avaient que compliments à son sujet. L'instituteur, Fontani, la donnait en exemple. Ses devoirs terminés, l'écolière se transformait en fée du logis. Elle aidait ses frères à s'habiller, à couper leur viande. Elle veillait à ce que leurs dents et leurs cheveux soient propres. Une de ses tâches consistait à aller chercher de l'eau à la fontaine toute proche. Et pour 5, il fallait remplir des seaux. Pour cette tâche, chacun y mettait du sien. Joseph avant le lever du jour, puis Clémentine, dès qu'elle descendait l'aider à la charcuterie, suivait ensuite Élisa. Le petit Joseph André, qui venait d'avoir 5 ans, avait pris à présent son tour. Il prenait le petit seau qui lui était réservé, ouvrait la porte et traversait la grande rue en courant. Il allait ainsi à plusieurs reprises le remplir à moitié à la fontaine toute proche devant l'église. Pour revenir, c'était plus difficile et plus lent. Tirant sur ses 2 bras, traînant le seau avec peine, le petit parvenait à destination fier de son exploit. « Papa, ça y est !»« C'est bien, Joséphon, tu deviens fort, » répondait son père. Ce matin de juillet 1890, la famille était donc réunie tôt autour de la table pour prendre le petit déjeuner. Il faut reconnaître que l'on ne manquait de rien chez les Fournier. Du pain, du lait crémeux, la motte de beurre et de la confiture pour les enfants, du café et du saucisson pour les parents. Les yeux du petit Louis étaient encore tout embrumés de sommeil. Son frère l'avait réveillé, il aurait pourtant bien voulu dormir encore. Il ne comprenait pas ce qui se passait ce jour-là. D'abord, il avait été réveillé très tôt par son frère, son père chantonnait, ce qui lui arrivait rarement. Sa maman et sa sœur paraissaient inquiètes et pressées. Elles ne parlaient guère. Seul Joseph André le taquinait, comme à son habitude, et allait voir au poulailler de derrière si les poules avaient pondu pendant la nuit. Il entendit leur faire la conversation comme il le faisait souvent. Ce train-train le rassura un peu. Il termina avec regret son pain trempé dans le lait frais du matin qu'Élisa avait versé dans sa timbale d'argent marquée à son prénom, puis se laissa glisser avec précaution, encore un peu ensommeillé, du tabouret bas qui lui était réservé. La famille, sans être aisée, vivait sans se priver. Fournier était un gros travailleur qui ne vivait que pour les siens. Il veillait à ce qu'il ne manque de rien. Le verger attenant au logis, le poulailler, la petite porcherie nécessaire à son activité commerciale de charcutier les mettait à l'abri du besoin. Clémentine, grande, solide, du moins jusqu'à sa dernière grossesse, avait été pour lui la compagne idéale. L'entente entre les deux était reconnue dans le village et se ressentait dans la petite communauté familiale. Si l'on entendait parfois la grosse voix de Joseph rappelant à l'ordre ses fils, l'on entendait beaucoup plus souvent son rire en cascade. La bonne humeur régnait alors, comme ce matin. Joseph, habillé comme un dimanche, car ce n'était pas tous les jours que l'on allait voir les résultats du certificat d'études, consulta sa montre à gousset. « Allez les enfants, il faut y aller. Monsieur Fontani m'a confié qu'il annoncerait les résultats dès 9 heures dans la cour de l'école. En voiture. »« Vous avez vu Monsieur Fontani hier, père ?» s'étonna Élisa. Joseph se mordit la langue. « Oui, il est venu à la boutique hier soir acheter des rillettes. »« Et il ne vous a rien dit sur mon travail ?» bégaya la jeune fille, devenue toute rouge de son audace. « Non, ma fille, nous avons parlé de la pêche à l'écrevisse et de la partie de chasse que nous projetons de faire ensemble, à l'ouverture. Je n'ai même pas pensé à le questionner sur tes résultats.
qu'il ne m'aurait d'ailleurs pas donné, car c'est un maître irréprochable, monsieur Fontanier, un vrai serviteur de la République. Ça c'est vrai, père, dit Élisa, à propos d'un maître qu'elle admirait, car il ne faisait aucune différence entre les garçons et les filles, contrairement à son ancienne institutrice, madame Bérard, qui préférait aider les garçons en disant que les filles n'avaient pas besoin d'apprendre à lire, il leur suffirait de contenter leur mari et de bien élever les enfants qu'elles auraient plus tard. Joseph plaça bien en vue sur la devanture de l'échoppe un écriteau sur lequel Élisa avait écrit avec la plus grande application: la charcuterie Les Platanes sera exceptionnellement fermée ce matin. Ouverture cet après-midi dès 14 heures. Il sortit ensuite cabotin le cheval familial de son enclos, attela la charrette où chacun trouva la bonne place. Louis se blottit dans les bras de Clémentine. Le père se frotta les mains l'une contre l'autre longuement, il prit les rênes et par un grand « Oh !» libéra l'attelage. Cabotin prit le trot et l'on partit en direction de l'école, située à quelques kilomètres de là. La route était caillouteuse, la chaleur de la journée pointait déjà, promettant une bonne et saine suée aux paysans à l'œuvre dans les champs. Ceux qui relevaient la tête au passage de Cabotin saluaient Joseph, certains par un simple geste, d'autres par des remarques amicales, parfois interrogatives, sur la présence de toute la famille du charcutier de sitôt matin sur la route d'Ambérieu. Tu vas à la messe, Joseph, si bien troussé et accompagné de toute la famille, lui cria Edmond, les mains sur les hanches, un tantinet moqueur. Ce n'est pourtant pas dimanche. Tu sais bien que je n'y vais jamais à la messe, mon gars, ni aujourd'hui, ni dimanche. J'ai mieux à faire. On va à la pêche au certificat, répondit Joseph sans rire. Et la longe s'abattit sur l'arrière-train de Cabotin pour le faire accélérer. Edmond, qui ne connaissait pas ce poisson, regardant dubitatif l'attelage s'éloigner, se demandant comment le charcutier du village pouvait lâcher son commerce un jour de semaine pour aller à la pêche. Il faut dire que le brave Edmond, célibataire et peu futé, était allé fort peu à l'école, et quand il y était allé, ça avait été plutôt pour jouer et se battre que pour apprendre à lire et à compter. Rappelons ici que la loi Guizot de 1833 avait créé un grand service public de l'instruction primaire. Les instituteurs fonctionnaires furent chargés principalement de faire entrer dans les têtes des enfants la lecture, l'écriture et le calcul. L'apprentissage des matières fondamentales était accompagné bien évidemment de la plus grande discipline. On faisait appel, s'il le fallait, aux coups de règle sur les doigts, au bonnet d'âne, au tirage d'oreilles et parfois même aux paires de gifles ou à la fessée. Outre la lecture, l'orthographe et le calcul, était également enseignée l'histoire et la morale. L'école de la République commença ainsi dès le milieu du XIXe siècle à rivaliser avec le clergé, seul chargé jusqu'alors d'instruire. Outre l'enseignement et la discipline républicaine, grâce au mélange des classes sociales, les élèves apprenaient à se connaître. Le fils du boulanger côtoyait les enfants du cantonnier, des ouvriers agricoles, du pharmacien ou même du châtelain. Les roturiers rencontrent enfin la noblesse. Cette mixité sociale est une réussite de la République, mais qu'a rappelé l'instituteur Agathenge Fontani. C'était aussi la vie de Fournier, anticlérical forcené. Il avait vu d'un très bon œil la fin de la mainmise de l'Église sur l'enseignement et l'éducation de la jeunesse. Il existe à présent 2 écoles, que la meilleure gagne, disait-il, espérant secrètement que l'école de la République l'emporte. Comme partout dans le pays, filles et garçons étaient séparés. À Ambronay, M. Fontani et Mme Bérard étaient les 2 instituteurs chargés de l'éducation des enfants du village et de ses hameaux. Fontani avait le titre de directeur, il aimait changer de temps à autre de public. Mme Bérard et lui permutaient alors leurs classes, l'un prenant les garçons, l'autre les filles. La loi Fallou de 1850 est à l'origine de la construction d'écoles primaires pour les filles. Les écoles de filles et de garçons devaient être séparées par un mur ou par un grillage. C'était le cas à Ambronay en 1890, date à laquelle se situe notre récit. Les jeux des écoliers étaient aussi différents. Les filles sautaient à la corde
ou jouaient à la marelle. Les garçons jouaient aux billes ou à saute-mouton. Revenons-en plutôt à nos moutons, c'est-à-dire à l'attelage de la famille tiré par l'inusable cabotin. Joseph, en guidant son canasson, chantait, accompagné de Clémentine, « Dansons la capucine », parodie du fameux hymne des sans-culottes, la Carmagnole. Le premier chantait faux, mais il en avait cure. Sa voix grave était celle d'un homme solide et direct. Clémentine, au contraire, avait une voix fine et bien posée. Elle essayait tant bien que mal, tout en chantant, de remettre son mari dans la bonne mesure. Tous deux riaient, visiblement heureux de se trouver au milieu des leurs. Joséphon essayait de temps en temps de les accompagner dans leur chant, mais il connaissait mal les paroles. Élisabeth, elle, si avenante et pleine d'entrain d'ordinaire, ne prenait pas part au récital. Elle paraissait surtout songeuse et vraiment inquiète, très inquiète. Elle se contentait de tenir la main de Louis ou de lui caresser les joues, le regard absent et dirigé vers les champs qu'elle voyait défiler le long de la carriole. Le petit Louis avait une relation privilégiée avec sa grande sœur. Il la regarda tout à coup, semblant deviner son inquiétude de plus en plus visible au fur et à mesure que l'on approchait de l'école. Cette dernière était à présent visible. Sur le toit, la cheminée du poêle à bois que l'on allumait l'hiver se devinait à présent, brillante au soleil. L'attelage parvint enfin à destination. Devant l'école de la République, Joseph poussa un « oh » sonore et tira sur la longe pour stopper Cabotin. Ce dernier, docile, s'arrêta net à l'entrée de la cour. Quelques adultes y étaient déjà présents. Peu d'enfants étaient arrivés. Toute la famille Fournier sauta à terre. Les adultes déjà réunis s'approchèrent de la charrette avec amitié et déférence. « Bonjour, monsieur le maire. » Agathonge Fontani était encore à l'intérieur de sa classe, en train de préparer son petit discours de bienvenue et de vérifier la liste des reçus au certificat d'études. Il devait les nommer, puis afficher les noms de la quinzaine de reçus sur les grands tableaux en ardoise prévus pour cet usage, sous les deux préaux, où, sur le sol, on trouvait tracés à la craie les jeux de marelle pour les filles et les jeux de billes pour les garçons. Après avoir vérifié sa liste de reçus, puis relu son discours, Agathonge apparut enfin auprès de ses invités. « Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers élèves, le grand jour est arrivé. En cette fin d'année scolaire républicaine, nous allons pouvoir enfin tirer un bilan des résultats de l'enseignement que Madame Bérard et moi-même avons prodigué à nos chers élèves. Rappelons ici que notre enseignement, je préfère dire notre éducation citoyenne, est possible grâce à des figures politiques qui ont permis son éclosion en ce XIXe siècle. Aussi voudrais-je rendre hommage à trois personnalités sans lesquelles la seule éducation possible serait l'œuvre des curés, un comble, convenez-en, au pays de la liberté et de l'égalité obtenu grâce à la Révolution française. Cet hommage va en premier lieu à François Guizot, plusieurs fois ministre avant d'être nommé président du Conseil. Il joua un rôle très important dans le développement de l'école. En effet, en tant que ministre de l'Instruction publique, par la loi Guizot de 1833, il a permis la création d'une école primaire par commune et d'une école normale primaire par département. Quelle avancée! La seconde personnalité politique à remercier est Alfred de Falloux. La loi Falloux, portant sur l'instruction publique, a vu le jour sous la Deuxième République et porte tout naturellement le nom du ministre de l'instruction publique d'alors. Promulguée le 15 mars 1850, la loi aborde tous les aspects de l'éducation. Elle est en particulier connue par ses dispositions sur la liberté de l'enseignement. Elle complète donc la loi Guizot. Alors que celle-ci rendait obligatoire une école de garçons dans toute commune de 500 habitants, la loi Falloux, elle, a rendu obligatoire la création d'une école de filles dans toute commune de 800 habitants. Quelle avancée! Grâce à la loi Falloux, les filles ont ainsi acquis enfin le droit de s'instruire, tout comme les garçons dans leur école communale.
La troisième personnalité, Jules Ferry, a imposé à partir de 1880, c'était hier, le contrôle de l'État sur l'éducation citoyenne et en a expulsé les religieux. Remercions en les applaudissant ces trois architectes, pionniers de l'école républicaine française, ils l'ont bien mérité. En 50 ans, ils nous ont enfin libérés du joug omniprésent jusqu'ici du clergé dans un domaine aussi important que l'est celui de l'éducation. Grâce à eux, s'instruire et apprendre les bonnes manières ne sont plus réservés uniquement à une tranche privilégiée de la société. Après les applaudissements fournis de l'assistance, les instituteurs Agathon Fontanier et Monique Bérard passèrent aux choses sérieuses pour lesquelles tous étaient réunis, en citant les résultats du certificat d'études primaires des écoles communales d'Ambronay. 5 filles et 12 garçons étaient les nouveaux lauréats de cette fin d'année scolaire. Les cris de joie se mêlèrent à quelques pleurs. Joseph Fournier avait amené avec lui saucissons, jambonneaux et cochonailles. À la fois charcutier et maire du bourg, il adressa dans une courte allocution ses remerciements aux deux maîtres pour le travail accompli et invita l'assistance à partager un frugal repas accompagné du vin amené par Justin Collin. Mes amis, oublions un instant le travail dans les champs, les étables et les vignes. Oublions vaches, veaux, cochons, poules et chevaux. Célébrons ensemble ici l'excellence du travail accompli par nos instituteurs. Elle permettra à nos enfants de devenir les citoyens responsables de demain. Vive la République! Dansons la capucine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Yo! Dansons la capucine, y a pas de vin chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas